Alors bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire. Alors oui, c'est vrai que comme j'en ai discuté avec Laurence, en fin de compte, j'ai pas tenu de webinaire en avril, j'en ai pas tenu en mai non plus. Donc c'est vrai que ça fait long. Et en fin de compte, je vais pas en tenir en juillet pour des vacances. Et par contre, logiquement, je devais pas en tenir en août, mais je vais en tenir un en août quand même. Donc je rentrerai de vacances en août plutôt qu'en septembre pour redémarrer le webinaire. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan. Et et donc ce webinaire, il va parler de l'empathie. Est-ce que c'est quelque chose qui est utile? Est-ce que c'est quelque chose qui est dangereux? Est-ce que c'est les deux? Ou est-ce que c'est aucun des deux? On ne sait jamais. Parce que c'est un sujet dont on parle régulièrement, surtout quand on commence à parler par exemple, de narcissisme et de choses comme ça. Tout ce qui est empathie, c'est généralement quelque chose qui revient régulièrement sur la table. Alors, pour commencer, on va commencer avec une définition de l'empathie, parce que sans ça, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Eh ben, écoutez, bienvenue. Il y a Hélène qui nous dit bonjour à tous. Première participation pour ma part. Eh ben, bienvenue Hélène. J'espère que ce sera la première et que on vous verra dans d'autres webinaires. Alors, on va commencer par la définition, tout simplement. Et la définition, c'est donc la capacité de comprendre ou de ressentir ce qu'une autre personne vit dans son cadre de référence, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place d'autrui. Et donc, comme vous avez remarqué, on dit en définition que c'est la capacité de comprendre ou de ressentir. En fin de compte, on peut dire que ça peut être l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Mais là, on parle de deux choses différentes. Il y a une différence entre une compréhension et ressentir quelque chose. C'est donc pour ça qu'en fin de compte, on parle de plusieurs formes d'empathie. Vous allez avoir l'empathie cognitive, l'empathie émotionnelle ou affective et l'empathie somatique. Alors, on va commencer par parler un petit peu de l'empathie affective. L'empathie affective, c'est donc celle qui est également appelée l'empathie émotionnelle, dont je viens de parler, en fin de compte. Et c'est donc la capacité à ressentir exactement ou à ressentir vraiment ce que l'autre personne ressent. Et ça va être que ce soit de la tristesse, de la joie, de la colère. C'est une forme de partage émotionnel. Ça pourrait presque être une forme de contagion affective. Et donc ça peut prendre deux formes différentes. La première, ça va être ce qu'on appelle la préoccupation empathique. Et la préoccupation empathique, c'est en fin de compte une forme de sympathie, c'est une forme de compassion pour les autres ou pour l'autre. Ça dépend du nombre de personnes qui sont à l'endroit. Et c'est une forme en tant que réponse à une forme de souffrance. Et si on va plus loin que la préoccupation empathique, on parle de détresse personnelle. Et ça va être un sentiment d'inconfort, un sentiment d'anxiété, d'angoisse, que on va nommer une anxiété égocentrique en réponse à la souffrance d'autrui. Et là commencent déjà certains problèmes de définition ou de compréhension par rapport à l'empathie, parce que là la question est-ce que on parle vraiment d'empathie dans ce cas-là? Par exemple, je me souviens quand ma chienne était morte, ce qui m'avait fait beaucoup de peine, j'avais fait un petit article de blog pour raconter un petit peu, et puis l'un des premiers commentaires était un truc du genre je comprends ce que vous dites ou ce que vous écrivez parce que moi j'ai perdu un chien et j'ai ressenti ceci et cela. Et je me suis dit c'est quand même marrant le nombre de personnes qui doivent me dire que ils ressentent ce que je ressens parce qu'ils ont connu la même chose. Dans ce cas-là, est-ce que c'est de l'empathie
ou est-ce que c'est une forme d'identification, ou est-ce que c'est une forme de quelque chose de parallèle? Enfin, est-ce que cette personne aurait pu avoir de l'empathie si elle n'avait pas perdu son chien elle-même, par exemple? Quelque chose de plus percutant, en quelque sorte, c'était dans la famille de mon ex-femme, Britt, et l'oncle de mon ex-femme est homosexuel, et son petit ami, à l'époque, alors c'était dans les années 80, son petit ami a annoncé à toute la famille qu'il avait été diagnostiqué avec le syndrome du sida. À l'époque, on parlait pas trop du HIV, c'était surtout sida ou pas sida. Et donc tout le monde était relativement pris un grand coup. Et la petite sœur de mon ex-femme, Camilla, s'est levée d'une façon très théâtrale et est partie en courant, totalement catastrophée, etc. Et tout d'un coup, l'attention des gens a switché de Henning, qui en fin de compte venait d'être diagnostiqué avec le sida, à Camilla, parce que qu'est-ce qui lui arrive, la pauvre, pourquoi? Et c'est là où on se dit, ouais, mais est-ce que cette détresse personnelle est une forme d'empathie de base, donc une forme d'empathie qui ne s'est pas développée, ou est-ce que c'est plutôt pas d'empathie du tout, un manque d'empathie? Et ça, c'est toujours la discussion en ce moment dans les milieux professionnels, parce que on sait que les nourrissons, par exemple, réagissent à la détresse des autres en étant angoissés eux-mêmes. Et ce n'est généralement qu'aux environs de l'âge de 2 ans qu'ils commencent à réagir de manière différente, en essayant d'aider, de réconforter, de partager, où il y a comment ce développement petit à petit d'empathie. Donc, on va dire que cette forme l'empathie sous-développée, en quelque sorte, serait l'égoïsme. Et est-ce que, dans certains traits de caractère, dans certaines personnalités, est-ce que, dans ce cas, ça n'est pas un manque d'empathie, mais tout simplement une façon où l'empathie est sous-développée, ne se développe pas et reste à un niveau embryonnaire, en quelque sorte, ce qui fait que ce sont des personnes qui ne vont pas être capables de développer une vraie empathie. Donc, est-ce un manque d'empathie? Est-ce un égoïsme? Est-ce une empathie sous-développée? Ça, c'est toujours un petit peu, pour l'instant, la discussion entre les professionnels. Laurence nous dit, pour moi, l'empathie, c'est donc la capacité à se mettre à la place de l'autre, entrer dans sa sphère, donc justement, sans avoir besoin de s'identifier grâce à une expérience similaire. Non. C'est une très bonne question, Laurence, parce que ce dont vous parlez, c'est justement l'autre côté de l'empathie. C'est cette autre empathie dont j'ai nommé, qui est l'empathie cognitive. Donc, l'empathie cognitive, ça n'est pas le fait de ressentir, comme je viens d'en parler avec l'empathie émotionnelle, mais c'est la capacité à comprendre le vécu d'autrui sans le ressentir, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre mentalement. C'est comprendre la prise de vue de l'autre, en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire que vous ressentez pas nécessairement les émotions d'autres personnes, mais vous savez de quelles émotions il parle, bien entendu, où elle parle, cette personne parle, parce qu'on connaît ses émotions, et on peut comprendre pourquoi cette personne réagit de cette façon. C'est ce qu'on appelle donc la prise de vue. Alors attention, le fait de comprendre pourquoi une personne réagit d'une certaine façon, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on trouve que c'est bien, etc. On est bien d'accord. C'est une façon de comprendre la réaction. Donc, l'empathie cognitive et l'empathie émotionnelle sont indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire preuve d'une forte empathie émotionnelle, mais il ne peut pas nécessairement comprendre ou être doué pour comprendre le point de vue de l'autre personne. Et vice-versa. Ça n'est pas parce certaines personnes peuvent comprendre le point de vue et peuvent avoir une prise de vue que on va nécessairement ressentir les mêmes choses. Mais on peut comprendre les émotions. Il y a une très grande différence entre ressentir et comprendre, comme je l'ai dit au début du webinaire.
Donc vous avez cette fameuse prise de vue qui est donc cette tendance à adopter les perspectives psychologiques des autres, et ça, la prise de vue, ça peut aller très loin, et même des fois ça peut aller trop loin, où on va adopter spontanément la perspective psychologique des autres. C'est un petit peu ce qui se produit, et c'est certains des problèmes que l'on peut avoir en ce moment avec la justice en France et dans beaucoup d'autres pays, hein, c'est pas seulement en France, où on adopte les perspectives psychologiques du criminel, par exemple, et dans ce cas-là, on les adopte spontanément et on se pose plus de questions. Ça, c'est ce qui s'appelle la prise de vue. Vous pouvez aussi avoir le fait de la fantaisie. Ça va être une tendance à s'identifier à des personnages de fiction. Et ça peut également être ce qu'on appelle l'empathie tactique. C'est également une empathie cognitive. Alors l'empathie tactique ou l'empathie stratégique, là ça va être une utilisation de la prise de perspective de l'autre pour atteindre certains objectifs souhaités. Ça va être des techniques utilisées par les narcissiques ou les sociopathes. C'est donc pour ça que très souvent, on va dire, oh, mais c'est quand même bizarre, parce que vous me dites que les narcissiques n'ont pas d'empathie, mais néanmoins, ils comprennent parfaitement comment manipuler certaines choses, pourquoi, etc. Eh ben oui, c'est parce qu'il a une bonne empathie cognitive, même s'il ne comprend pas ou s'il n'adhère pas nécessairement au côté émotionnel de la relation, au côté émotionnel du sentiment, eh ben il sait parfaitement ce que ça veut dire, il sait parfaitement comment ces choses peuvent être manipulées. Donc, l'empathie cognitive, tout comme l'empathie émotionnelle, en quelque sorte, ont leur côté, on va dire ça, positif ou négatif, dépendamment donc du point de vue sur lequel on se place. Et puis ensuite, vous avez donc l'empathie somatique. Alors l'empathie somatique, un petit peu comme le nom l'indique, ça va être une réponse, une réaction automatique en quelque sorte du corps. Et là, on va pouvoir, ça va être mesurable. Hein, on peut mesurer ce truc-là. On peut mesurer qu'il y a une hausse du rythme cardiaque. La personne peut avoir des frissons. On peut avoir, c'est une réaction totalement physique, qui est le plus probablement basé sur ce qu'on appelle les réponses des neurones miroirs dans le système nerveux somatique. Alors les neurones miroirs, ça je vais en reparler dans un instant, ne vous inquiétez pas. Et ça va être par exemple si, je sais pas moi, si je vous raconte comment je me suis fait arracher une dent, et puis que vous allez vous dire oh la vache, je le ressens, quoi, j'ai mal à la dent. Et quand vous avez la même réaction physique que ce que l'autre personne vous raconte, eh ben ça fait partie de l'empathie somatique. Ça peut être des choses que l'on peut vivre, par exemple en regardant un film. Hein, par exemple, on peut avoir les réactions physiques qui vont correspondre en fin de compte, à ce qu'on est en train de voir. Hein. Donc c'est quelque chose que on n'a pas besoin d'avoir un problème psychologique pour avoir ce genre de réaction. C'est ce que les psychanalystes à l'époque, et peut-être toujours maintenant pour ceux qui n'ont pas évolué, appelaient l'hystérie. Une crise d'hystérie, c'était en fin de compte une réaction physique, c'était l'empathie somatique. Alors, c'est pas quelque chose de seulement humain. Ça, on le sait. On sait que plusieurs animaux peuvent avoir des réponses empathiques, ont de l'empathie. Hein. Vous allez avoir les dauphins qui vont aider les gens qui sont en détresse, par exemple. Et on sait, en analysant, parce que les dauphins ont un langage, hein, en analysant leur langage, etc., qu'ils font preuve d'empathie. La plupart des primates font preuve d'empathie. Beaucoup de rongeurs, en fin de compte, ont également des signes qui indiquent qu'ils connaissent l'empathie. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose qui est l'apanage de l'être humain. C'est quelque chose qui est même dans le monde animal. Donc, le fait de dire que cette personne est un animal parce que il n'a pas d'empathie, ben non, du coup, même pas pour certains d'entre eux, puisque beaucoup d'animaux ont en fin de compte de l'empathie. Alors, après,
on n'a pas tous le même niveau ou le même montant d'empathie en quelque sorte. On n'a pas tous la même dose d'empathie et il va y avoir des différences de personne en personne. Alors, d'une part, il va y avoir déjà des différences individuelles. Ça, on le sait, certaines personnes ont moins d'empathie que d'autres, etc., etc. Pourquoi ? Ça aussi, il peut y avoir plusieurs raisons. Entre autres, il va y avoir le sexe de la personne. C'est-à-dire qu'on sait que les femmes ont de meilleurs scores en empathie que les hommes. C'est comme ça. Alors, on sait que les femmes et les hommes, on n'a pas le même cerveau, on fonctionne pas de la même façon, malgré tout ce que les woke essayent de nous expliquer que c'est une construction sociale, etc. C'est pas vrai, c'est une construction biologique. Et biologiquement parlant, il y a une différence dans l'empathie entre les hommes et les femmes. Un point, c'est tout. Si on y réfléchit un petit peu, c'est un petit peu logique, parce que si on revient un petit peu dans le temps, je sais pas, si on revient à l'ère totalement primitive où on était des hommes primitifs, ou même dans les différentes tribus des aborigènes ou ce que vous voulez, l'homme est celui qui va chasser, qui va ramener le gibier à la maison, et donc du coup, si on a un peu trop d'empathie, on va pas dire non, la pauvre petite biche, je vais pas la tuer, on va manger des carottes ce soir au lieu de manger de la biche. Non, ça marche pas comme ça. Et puis d'un autre côté, les femmes qui élèvent la marmaille et qui sont obligées d'avoir une certaine compréhension pour les besoins des enfants, pour pouvoir lire le visage et lire les besoins et lire les différentes réactions autour d'elles. Elles ont nécessairement plus d'empathie, tout simplement pour pouvoir effectuer leur travail de mère à la base. Donc, à la base, il y a une différence de sexe, et il y a une différence de niveau d'empathie, et donc à la base c'est biologique, même si bien entendu, il y a des niveaux où on peut en avoir trop peu ou trop, mais ça va être une certaine des raisons pour lesquelles il peut y avoir des différences. Alors, après l'environnement, alors il y a des discussions. Certains analystes et certains scientifiques trouvent que le style parental et les relations peuvent jouer un rôle important dans le développement de l'empathie chez les enfants. C'est probable, c'est possible, peut-être que l'empathie, si on est dans un environnement plus social, si on est dans un environnement où on aide l'enfant à se développer. J'en ai parlé un petit peu dans mon webinaire sur la fabrique des irresponsables, où j'explique justement que les enfants se développent. À la base, ils n'ont pas beaucoup d'empathie, ce qui est normal parce que l'enfant est égoïste à la base. Étant bébé, lui, il pense à manger, à être bien, etc. Donc, il est un petit peu normal qu'il n'ait pas d'empathie au départ et que c'est quelque chose qu'il finit par comprendre au travers de l'environnement. Maintenant, après, s'il est dans un environnement qui est pas très sécure, par exemple, comme le dit Olivier, justement, et où il est obligé de se battre pour obtenir ce qu'il veut, il se peut fort que cela ait une influence sur son empathie. Alors, est-ce que son empathie va être mise de côté, mise un petit peu en arrière, et puis peut être remise en question ou remise en avant avec une bonne aide ou pas, ça reste encore à prouver et à voir. Mais il y a des études qui pourraient impliquer que l'environnement a en fin de compte, ou peut avoir une influence. À la base, l'empathie peut venir de plusieurs choses différentes. Alors, encore une fois, d'après la recherche, quelque chose indique qu'il y a en partie une partie qui est donc déterminée génétiquement, pas seulement au travers du sexe, donc masculin ou féminin, mais ils ont trouvé certaines variantes de suppression de gènes, ADRA2B par exemple, qui vont montrer plus d'activation de l'amygdale lors de la visualisation d'images qui sont émotionnellement excitantes. Et il va y avoir d'autres gènes qui vont déterminer une certaine sensibilité. Enfin bref, donc certains gènes ont apparemment une influence sur notre niveau d'empathie, sur notre empathie à la base. De plus, il y a donc ces fameux neurones miroirs.
Alors, les neurones miroirs, ça va être c'est toute une catégorie de neurones dans notre cerveau, donc, qui vont être activés quand un individu exécute une action ou lorsqu'il observe un autre individu. Il faut que ce soit en particulier un individu de leur espèce qui exécute la même action, ou lorsqu'il imagine cette action. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un, je sais pas moi, faire du ski, ou si vous voyez quelqu'un conduire une voiture et devoir freiner, eh ben peut-être que vos pieds vont faire les mêmes mouvements avec le frein et l'embrayage au même moment en tant que réflexe. Ça va être l'action des neurones miroirs. Ou même si vous vous imaginez quelqu'un qui a froid, si vous lisez un livre qui est très bien décrit ou quelque chose dans ce genre-là où vous voyez quelque chose, eh ben vous pouvez ressentir cette réaction, et ça vient tout simplement du système des neurones miroirs. Et donc, de toute évidence, apparemment, ces neurones miroirs peuvent expliquer des processus de base de l'empathie. Et certaines personnes qui ont des tests ou des scores relativement élevés aux tests d'empathie ont apparemment des systèmes de neurones miroirs particulièrement actifs dans leur cerveau. Donc, apparemment, pour certains d'entre nous, on va avoir des neurones miroirs hyperactifs. Après, non seulement donc il y a une base d'empathie, mais il peut y avoir des personnes qui vont manquer d'empathie. Certains de ces manques, ça va être, par exemple, les personnes qui sont sociopathes ou psychopathes, ou donc qui souffrent du trouble de la personnalité antisociale, ou alors les narcissiques, ou les gens dans cette catégorie. Là, on a observé que la distribution d'empathie affective et cognitive, il y a très souvent dans les personnes, les psychopathes et les narcissiques, il y a pas beaucoup d'empathie affective, mais il y a un peu, en tout cas, ou jusqu'à un certain niveau, en tout cas, d'empathie cognitive. Il peut y avoir une empathie cognitive. Mais donc, généralement, là, on va voir qu'il y a un manque d'empathie émotionnelle. Pour ce qui est des personnes qui sont borderline ou qui ont le trouble bipolaire, là, par contre, on a vu qu'il y a très souvent des déficits d'empathie cognitive, mais généralement, encore une fois, c'est général, il peut y avoir des exceptions, mais il va généralement pas y avoir de trouble ou de manque d'empathie affective. Là, par contre, on est plutôt à l'inverse, en fin de compte, du narcissisme. Et c'est peut-être pour ça que pour certaines personnes, ou beaucoup de personnes sur YouTube, par exemple, m'ont posé la question en me disant, mais moi, je trouve que borderline, ça ressemble beaucoup au narcissique. Parce qu'ils n'ont pas d'empathie. Et ça, c'est si on ne fait pas trop la différence, ou si on ne connaît pas la différence entre l'empathie cognitive et l'empathie affective, ça peut donner l'impression qu'en fin de compte, il y a ce même manque d'empathie pour les deux personnalités, alors que généralement, c'est pas le cas. Et puis, bien entendu, vous allez avoir les troubles du spectre autistique qui vont être associés à diverses combinations. Alors là, vous allez avoir les troubles où ils vont pas avoir ni l'un ni l'autre, et puis où ils vont avoir l'un et pas l'autre, etc. Donc, dans ce spectre, et puis il peut même y avoir plusieurs niveaux en quelque sorte, où il peut y avoir très peu de l'un et beaucoup de l'autre, ou vice-versa. Enfin bref, là on est dans un domaine où les choses sont très fluides en quelque sorte, c'est très variable. Et puis dans la schizophrénie, dans le trouble de la dépersonnalisation, on voit régulièrement aussi quelques troubles de l'empathie. Et puis, par exemple, on a constaté que les délinquants surtout les délinquants sexuels, avaient de toute évidence un trouble de l'empathie affective, entre autres pour leurs victimes, par contre. Donc, dans beaucoup de cas, on va voir qu'il peut y avoir des troubles ou des manques de l'empathie ou cognitive ou émotionnelle ou affective. Et puis après, ça va dépendre
dira-t-on, du spectre ou du problème dont on parle. Alors, les gens disent, c'est marrant parce que le père Malka, ça fait quand même plusieurs fois qu'il nous dit que ça a été mesuré, qu'il n'y a pas beaucoup, il y a beaucoup, etc. Mais ça se mesure comment, ça, en fin de compte, l'empathie? Parce que le QI, on sait comment on le mesure, il y a des tests, etc. Mais comment est-ce qu'on teste l'empathie? Comment est-ce qu'on fait ces mesures? Alors, en fin de compte, ça a été quelque chose de relativement compliqué, parce que qu'est-ce qui devait passer pour de l'empathie, qu'est-ce qui devait être écarté, quelle unité de mesure est-ce qu'on doit adopter, bref, comment est-ce qu'on mesure tout ça? Ça a été assez compliqué. Alors il y a plusieurs façons de mesurer, et c'est pour ça quand on lit quand on lit des études. Alors, quand vous lisez une étude qui a été faite, je lis généralement le plus souvent les études américaines ou anglo-saxonnes, et c'est fait d'après un certain principe, et on vous dira toujours la façon dont ça a été mesuré. Non seulement on va vous dire quel échantillonnage a été utilisé, comment on a utilisé cet échantillonnage, et puis on va dire mais comment est-ce qu'on a mesuré ça? Parce que c'est important pour comprendre la validité ou pas de l'étude qu'on est en train de lire. Et par exemple, vous allez avoir des mesures qui vont être des mesures comportementales, c'est-à-dire que les sujets sont surveillés pendant le test, et donc certains comportements verbaux ou certains comportements non verbaux sont capturés sur vidéo, et puis on va calculer en fin de compte leur degré d'empathie d'après ces signes verbaux et non verbaux. D'autres expérimentateurs, par exemple Marabian, Epstein, eux demandent par exemple à leurs sujets qui sont en train d'étudier de commenter leurs propres sentiments et leurs propres comportements, ou de commenter les sentiments et les comportements d'une personne qui est impliquée dans l'expérience. Comme ça, on peut signaler comment est-ce qu'ils comprennent comment est-ce qu'ils ont leur compréhension en quelque sorte et la compréhension de l'autre. Donc ça, c'est une façon de le mesurer. Autre façon de le mesurer, ça va être des réponses physiologiques, tout simplement. Alors là, on vous met des trucs et des machins électroniques qui vont être connectés au corps de la personne qu'on est en train de mesurer. Et puis, on va voir à partir de différentes lectures électroniques, on va tirer ensuite certaines inférences sur les réactions empathiques. Et les mesures corporelles ou les mesures somatiques, ça va être le même genre de comportement, mais un petit peu comme les mesures comportementales, mais plutôt à un niveau micro. D'accord ? On va voir les petits changements physiologiques. Ensuite, vous avez les indices sur papier. Alors là, ça va être une ou plusieurs méthodes de réponse. Donc les sujets vont regarder une vidéo sur un sujet ou sur un autre. Ça peut être des mises en scène, ça peut être des vidéos authentiques. Et puis il va y avoir des questions. Ils vont faire des réponses écrites qui vont ensuite être évaluées pour leur niveau d'empathie. Et puis enfin, il y a cette technique qui est appelée la technique d'auto-évaluation, qui va faire que les sujets vont déclarer eux-mêmes leur propre capacité ou leur capacité d'empathie en utilisant des réponses numériques. Ça fait un petit peu penser à ces tests du genre test de Marie-Claire ou de Télé 7 jours, où vous êtes obligé où on vous dit, il vous arrive ceci et cela, est-ce que vous vous sentez très mouvementé, un peu, beaucoup, etc., etc. En règle générale, le plus souvent, ces auto-évaluations, quels que soient les tests, je suis toujours très critique par rapport aux auto-évaluations parce que c'est tellement subjectif que le plus souvent, on peut pas en tirer grand-chose. Enfin, est-ce que on peut devenir plus ou moins empathique? Est-ce que c'est quelque chose qui est fixe ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus ou moins malléable, plus ou moins fluide? Ça dépend.
Encore une fois, si on parle des cas de sociopathes, si on parle de cas de narcissiques, ça c'est niette. C'est tout à fait impossible. La personne ne peut pas apprendre, et n'a pas envie d'apprendre d'ailleurs, à devenir plus ou moins empathique. Vous allez avoir le nombre de narcissiques qui m'ont dit ou qui ont prétendu être empathes, être extrêmement empathiques. Non mais c'est légion. De toute façon, ils ont absolument pas de référence. Ils sont pas capables de juger leur propre empathie ou l'empathie des autres. Donc du coup, non, ils sont parfaits, ils sont très empathiques, ils sont même trop empathiques. Et puis voilà. Donc bien entendu, ils ne peuvent pas apprendre à être plus ou moins empathiques. Sinon, oui, en règle générale, on peut apprendre à devenir moins empathique. Ça a été vu dans des entraînements militaires, dans des entraînements pour transformer certaines personnes en machines à tuer. C'est tout à fait possible. Et on peut également inverser le jeu. On peut apprendre à des gens à devenir plus empathiques parce que le cerveau est relativement plastique. C'est-à-dire que quand une partie de notre cerveau n'est pas vraiment utilisée, eh ben on peut la rendre plus ou moins utile et on peut l'utiliser à autre chose. J'ai jamais dit qu'il allait falloir apprendre à devenir plus ou moins empathique, utilisateur. Pourquoi faudrait-il apprendre de devenir moins empathique? Non, j'ai dit tout simplement on peut apprendre à devenir plus ou moins empathique. Donc on peut travailler du fait où le cerveau est relativement plastique. On peut parfaitement travailler à améliorer ou à devenir moins empathique. Il y a donc certaines limites, par exemple, comme je l'ai dit, par exemple par rapport à l'autisme, il va y avoir certaines limites sur lesquelles on ne peut pas transcender en quelque sorte. Et sans ça, bien entendu, oui, comme Laurence le demande, une thérapie peut-elle aider à diminuer son empathie, à la ramener à un niveau plus normal? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un niveau normal? Ça, c'est une bonne question, Laurence. Mais oui, la thérapie cognitive, c'est d'ailleurs le dernier point sur lequel, dont je voulais parler. Oui, la thérapie cognitive est tout à fait fonctionnelle pour ce genre de choses, où on peut apprendre à gérer son empathie. Si on a des problèmes avec justement, comme elle dit là, comme Laurence le dit, moins nuisible à soi-même. Oui, si vous avez un problème d'être nuisible à vous-même par trop d'empathie, oui, c'est tout à fait quelque chose qui peut être appris par de la thérapie. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'était le sujet pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, donc je n'aurai pas de webinaire, je tiendrai pas de webinaire le mois prochain, juillet, et puis je reprends donc en août plutôt qu'en septembre avec un autre webinaire. Si vous avez envie que je traite d'un sujet bien précis, n'hésitez pas à m'écrire à cyril@malka.fr pour me demander, et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Et puis sans ça, écoutez, bonne continuation et puis bonne soirée et à bientôt. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka. Sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan.